mes expériences depuis 2010. D'abord, vous dire que j'ai été longtemps à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal comme médecin traitant et directrice de l'enseignement et de la diffusion de l'expertise. Mais depuis 2010, je consacre l'ensemble de mes efforts à la faculté de médecine, justement pour développer la notion du partenariat avec les patients et le public. Et j'ai eu l'honneur de fonder la direction collaboration partenariat patient que j'ai dirigée avec un patient, M. Vincent Dumais. Donc, ensemble, patients et médecins à la faculté de médecine, on a développé ce grand concept. Et on a eu l'occasion de développer une banque de 300 patients qui viennent enseigner avec nous à l'Université de Montréal, des patients qui viennent faire de la recherche avec nous et des patients qui viennent aider dans les établissements de santé et des services sociaux à développer le patient partenaire. Donc, des expériences extrêmement intéressantes pour moi. L'autre partie de mon travail se fait en santé publique, où je travaille sur la participation sociale des aînés, l'isolement social des aînés et la prévention des chutes et tous les travaux que l'on mène dans nos comités. Nous avons des aînés qui nous aident à concevoir les programmes et à les dispenser. Donc, plusieurs expériences de partenariat pour moi et je ne reviendrai jamais en arrière. J'aurais aimé être formée en médecine avec des patients. C'est vraiment une expérience formidable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans la prochaine heure, prochaine diapo? On va parler des concepts du partenariat et on va les illustrer par des exemples concrets. Alors, il y a des mots que vous allez entendre de plus en plus si vous êtes attentif, donc le mot partenariat, le mot projet de vie, le mot savoir expérientiel, c'est-à-dire vos savoirs à vous, et la co-construction. Alors ça, ces mots-là, retenez-les parce que ça fait partie du vocabulaire du patient partenaire. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que dans la deuxième partie de la présentation, on va utiliser des extraits vidéo pour vous démontrer à partir d'un couple qui travaille avec une équipe de soins comment se fait le partenariat. Alors, ça va être un exemple absolument vivant. Et j'en profite pour remercier Aniel qui s'occupe de l'enregistrement d'aujourd'hui. C'est lui qui est venu nous aider à filmer ces extraits live dans un CHSLD de la région du nord de Montréal. Alors, prochaine diapo. Ça y est. Alors, qu'est-ce que le partenariat entre la personne âgée, le proche aidant et les intervenants de la santé? Juste ici, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des proches aidants d'un autre aîné? Pourriez-vous lever la main? Personne de vous s'occupe d'une maman âgée? Oui, il y a quelqu'un ici. Parfait. Non, mais vous l'avez déjà fait. Oui, oui. Parfait. D'accord. Alors, quand je vais parler de personnes âgées, je m'adresse aussi aux proches aidants parce que dans des situations, surtout si une personne a des troubles cognitifs, c'est le proche aidant bien souvent qui va travailler avec l'équipe de soins et qui va représenter la personne. Donc, pour moi, c'est un trio, personnes âgées, proches aidants et les soins. Oui. Exactement. Alors, à titre de bénévole. OK. Alors, mais je voudrais vous dire que être partenaire, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui va durer et qui va se développer. Alors, regardons comment ça s'est passé. Alors, première diapo, si on continue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans votre relation avec les professionnels de la santé, de vous sentir traité comme si les professionnels savaient ce qui était bon pour vous, décidaient pour vous et disaient c'est ça qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. Moi, je sais ce qui est bon pour vous, puis vous allez le faire.
Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça va être ça. Ça existe encore. Êtes-vous d'accord? Ça existe encore. Deuxième approche, c'est celle avec laquelle j'ai été formée en médecine. C'est ce qu'on appelle l'approche centrée sur le patient. Alors, vous voyez qu'au centre du cercle, le patient s'y retrouve. Alors, on s'habitue à comprendre quelles sont les valeurs du patient, quelle est son histoire de vie, quelles sont ses préférences. On le connaît beaucoup mieux. Mais c'est nous qui faisons les soins et qui allons les prodiguer. Alors, on le fait pour le patient. Ça, c'est l'approche centrée. La troisième approche, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. On va voir que le patient se retrouve dans le cercle avec les autres intervenants. Et c'est ce qu'on appelle l'approche avec les patients et on les considère comme des soignants. Si vous avez un diabète, si vous avez une arthrose, si vous avez une maladie de Parkinson, la plupart du temps, vous êtes seul, chez vous, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, c'est vous qui prenez vos médicaments, qui faites votre exercice, qui soignez votre alimentation. Donc, vous êtes les premiers soignants. Et s'il y a un proche aidant qui doit vous aider, il est là aussi pour prendre soin de vous. Alors, toute l'expérience que vous gagnez comme soignant, elle s'ajoute à l'expérience de vos professionnels de la santé. Alors, si on regarde c'est quoi être un partenaire patient, il y a des mots-clés qui sont écrits. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions pour vos soins en ayant toute l'information donnée par les professionnels. Vous n'allez pas dire, décidez, docteur, pour vous ce qui est le meilleur. Vous allez poser vos questions, vous allez vous informer et vous allez prendre une décision. Le deuxième élément, ces décisions-là vont être faites en fonction de vos projets de vie. On va revenir sur la définition de projet de vie tout à l'heure, mais un projet de vie, c'est ce qui vous motive. C'est ce qui fait que le matin, vous vous levez. C'est ce qui fait que vous prenez goût à la vie. Donc, quand on a des maladies chroniques, il faut que le traitement nous aide à réaliser, malgré la maladie, notre projet. L'autre chose du partenariat patient, c'est qu'on reconnaît que vous avez des compétences à vous soigner. Alors, on va passer les prochaines diapos. Donc, si on résume partenaire, c'est qu'on réalise votre projet de vie, on reconnaît que vous avez des savoirs, puis on va les mobiliser, et puis vous allez être des membres actifs de l'équipe. Alors, si on poursuit, ça veut dire deux choses. Tu peux activer toutes les branches. C'est que moi, comme médecin, je reconnais que vous avez des savoirs. On va revenir sur des exemples tout à l'heure. Et vous, de votre côté, vous reconnaissez que j'ai des savoirs scientifiques. Donc, on se reconnaît de part et d'autre. On partage un certain nombre de valeurs et puis on reconnaît qu'on est complémentaires. Et on va apprendre à co-construire ensemble. Alors, on va reprendre tous ces mots-là de façon très illustrée. Prochaine diapo. Projet de vie. Projet de vie, je vais vous donner un exemple de ce que c'est. Ce matin, dans la conférence, il y avait un homme d'une 50aine d'années qui a dû être traité par dialyse parce qu'il avait une insuffisance rénale. Au moment où c'était arrivé, il était aux études, il menait un doctorat en éducation. Et il devait venir tous les jours pour sa dialyse. Et avec les infirmières, il s'est organisé pour apprendre à faire sa dialyse lui-même, mais il s'était installé un petit bureau de travail, il avait son ordinateur, ses livres, et pendant que sa séance de dialyse se faisait de plus de 4 heures, il poursuivait son doctorat. Donc, les infirmières ont reconnu que pour lui, ce qui faisait qu'il avait le goût de venir à ses traitements puis à ne pas les lâcher, c'est qu'en même temps, il pouvait poursuivre son projet de vie, c'est-à-dire d'obtenir son doctorat et de ne pas le repousser à plusieurs années.
Alors, voilà un exemple de projet de vie. Et vous en avez tous un projet de vie. Oui. Alors, des fois, c'est les petits-enfants qui sont pour nous, la famille. C'est une source importante. D'autres, c'est de voyager. Ils viennent de finir un voyage, sont déjà en train de penser au prochain. Alors, on a tous des projets de vie. Et ce qui est très important, c'est que nos professionnels de la santé le connaissent pour faire en sorte d'adapter les traitements en conséquence. Un exemple de ça, un gars qui fait des concerts et à qui on dit qu'il doit recevoir un traitement pour le sida et qu'il sait qu'il va être vraiment pendant quelques mois sur le carreau et que ça va l'empêcher d'aller donner un grand concert, les membres de son équipe de soins pourraient décider de reporter ces traitements pour qu'il vive son cancer. Alors, vous comprenez que de la part de l'équipe de soins, ça demande de l'ouverture, de l'écoute. Et il faut qu'ils sachent le projet de vie. Donc, quand on est en partenariat, ou bien c'est vous, comme patient, qui le manifestez puis qui le dites, ou bien c'est l'équipe de soins qui va vous le demander. Mais il faut le faire d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je n'avais pas appris à faire ça quand j'ai fait mes études de médecine, de demander qu'est-ce qui est le projet de vie, qu'est-ce qui est important pour vous. On demandait juste les signes et les symptômes des maladies. Donc, c'est un grand changement. Prochaine diapo. Alors, on s'en va maintenant au savoir expérientiel. Alors, imaginez toujours, j'avais une collègue qui a eu un cancer du sein. Elle vivait seule. Elle a passé à travers toutes ces étapes-là. Elle a vécu une récidive de son cancer du sein. Elle a dû avoir une deuxième chirurgie. Quand elle a vécu son deuxième cancer du sein, elle avait toute l'expérience de la première fois. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé avec son réseau d'amis et de sa famille les 3 premières semaines de retour à domicile pour avoir de l'aide. Alors, elle avait fait un horaire. Tel ami, tu vas venir mercredi pour telle chose. Jeudi, ça sera pour les courses. Vendredi, une autre personne viendra pour m'aider pour mon hygiène personnelle. C'est parce qu'elle avait vécu le premier cancer et qu'elle avait de l'expérience qu'elle a pu organiser sa deuxième série de traitements. Donc, quand on a des maladies chroniques, quand ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on a une maladie, on accumule énormément de savoir. On sait les médicaments qui nous font bien. On sait les exercices qu'il faut ou les sports qu'il faut éviter. On connaît nos signes et nos symptômes. Donc, ces savoirs expérientiels, c'est très important, moi, comme médecin, que j'aille les chercher chez la personne parce que je vais pouvoir m'en servir et on va pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est important pour vous, comme patient, de les identifier et de les mettre à profit, puis continuer à la développer. Donc, les savoirs expérientiels, ça peut être sur vos habitudes de vie. Alors, quelqu'un ça fait 3 fois qu'il essaye d'arrêter de fumer, à la 4e fois, ça va peut-être être la bonne, parce qu'il sait à chaque fois où ont été ses obstacles, puis il peut mieux se préparer. Puis on sait que plus quelqu'un essaye d'arrêter de fumer, à un moment donné, il va réussir. C'est parce qu'il accumule des savoirs expérientiels. Après ça, ça peut être des deuils. Si vous avez vécu la perte d'un être cher, vous savez toutes les étapes que vous avez passées. Si vous avez un deuxième deuil, vous savez ce qui vous attend. Alors, ça va peut-être être plus facile de passer au travers, puis vous allez avoir confiance qu'on peut récupérer sa vie normale. Ça peut être aussi des signes et des symptômes de maladies, de diagnostics importants. Alors, justement, j'ai passé un voyage où j'ai rencontré quelqu'un qui avait déjà fait une dépression, qui avait pris des médicaments, qui était en train d'arrêter ses médicaments. Ça faisait peut-être 2 mois qu'il les avait cessés. Puis, oups, sont apparus des symptômes qui ont dit « Oh, ça ressemble étonnamment
à la dépression quand elle a commencé. Donc, rapidement, il est retourné voir son médecin et il a repris sa médication. C'était donc trop tôt pour lui d'arrêter ses médicaments. Mais c'est parce qu'il avait ce savoir-là de comment sa maladie avait commencé. Ça peut être aussi sur l'utilisation de services de santé qu'on a un savoir expérientiel. Alors, je pense à une jeune maman qui avait 3 enfants et qui avait développé beaucoup de capacités d'utiliser son pharmacien communautaire plutôt que d'aller consulter dans son GMF parce que ça allait plus vite, puis elle obtenait des renseignements. Donc, elle utilisait de façon optimale son pharmacien et puis d'une fois à l'autre, elle découvrait toutes les capacités que ce pharmacien avait. Donc, voilà des exemples de savoir expérientiel. Prochaine diapo. Maintenant, le mot pour moi le plus important du partenariat, c'est la co-construction. Alors, la co-construction entre votre médecin et vous, votre infirmière, votre pharmacien, ça repose sur la confiance, très important, l'écoute, l'ouverture, puis la transparence. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que ensemble, médecins et vous, on développe une compréhension commune de vos signes, de vos symptômes, de ce que vous vivez. Ensemble, on va mettre mes savoirs de médecin, vos savoirs à vous d'expérience, et puis on va trouver un diagnostic qui nous apparaît le plus probable ensemble avec des interventions qui vont vous convenir, et vous allez avoir votre leadership de patient d'appliquer des interventions chez vous ou à la maison. Et puis, le médecin, lui, va devoir suivre avec vous ce qui se passe et modifier les interventions, que ce soit des médicaments ou autre chose, si ça ne fonctionne pas. Donc, la co-construction, ça veut dire qu'on s'écoute, qu'on se reconnaît dans nos expertises et qu'on est capable d'en arriver à des décisions communes. Et ce qu'on essaye de créer dans le réseau actuellement, c'est ce qu'on appelle des plans d'intervention partagés où médecins, autres professionnels de la santé et personnes vont développer des plans conjoints. Prochaine diapo. Ça, c'est très important parce que plus on prend de l'expérience avec une maladie. Alors, je reçois un diagnostic de diabète. Tranquillement, j'apprends à reconnaître les signes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie. J'apprends à modifier mes médicaments, modifier mon exercice en conséquence. Puis, tranquillement, je monte dans la courbe pour devenir vraiment un patient partenaire parce que j'ai beaucoup de savoir expérientiel. Maintenant, je deviens à l'aise, autonome dans mon diabète. Je sais comment jouer avec mes doses de médicaments en fonction de mes activités. Et tout d'un coup, j'apprends que j'ai un diagnostic de cancer du côlon. Je recommence à la base de mon apprentissage parce que ce cancer-là, je ne le connais pas. Donc, je peux être rendu très loin au niveau de mon diabète comme partenaire, mais recommencer un peu à zéro pour une autre maladie. Sauf que tout ce que j'ai appris en étant atteint de diabète, il y a des choses que je peux transférer dans mon apprentissage du cancer. Alors, quand on est rendu depuis plusieurs années avec des maladies chroniques, qu'on se connaît bien, on peut arriver à une phase qu'on appelle de réflexivité, puis d'acceptation de la maladie, puis une certaine capacité de construire avec les professionnels de la santé. Et là, on peut devenir un patient partenaire, oui, mais un patient partenaire formateur qui peut venir à l'Université de Montréal et venir enseigner à nos étudiants. On peut devenir un patient chercheur avec des idées à propos de notre maladie parce qu'on la connaît très bien, ou on peut devenir un patient ressource, c'est-à-dire aller travailler dans le réseau de la santé pour aider d'autres patients qui ont la même maladie que nous, les aider à passer au travers. Donc, la notion du partenariat peut s'étaler sur tous ces plans-là. Prochaine diapo. Alors, si on regarde les compétences que doit avoir un patient partenaire, puis vous allez vous retrouver là-dedans, c'est quoi? C'est se connaître dans la vie avec la maladie. C'est également mobiliser ses savoirs expérientiels.
Quand est-ce qu'on en parle à son médecin, à ses professionnels? Quand est-ce qu'on les met en action de sa vie quotidienne? On développe notre résilience. Alors, c'est sûr que comme on apprend de ce qui nous arrive, mettons que vous êtes hospitalisé pour un cancer, un patient partenaire va retomber sur ses pieds, va vivre cette expérience-là et va être capable de remonter la côte. Donc, c'est un patient qui utilise ses ressources personnelles pour être résilient. Et moi, ce qui me fascine, c'est la résilience des patients. Elle est énorme, beaucoup plus qu'on pense. Suite à des moments de maladie importants, redonner un sens à sa vie. Alors, je regardais ce matin cette personne qui nous parlait de son hémodialyse. Il a eu une transplantation après. Il a fini son doctorat. Il enseigne à l'Université de Montréal. Quelle résilience! Il a failli mourir de ce problème de santé. Et puis, finalement, son projet de vie, d'être capable de l'adapter. Alors, c'est sûr qu'un projet de vie à 60 ans, à 70 ans, à 90 ans, c'est pas la même chose. Donc, quand j'approche de la mort, mon projet de vie, ça va peut-être être le bien mourir. Ça va peut-être être d'aller vers l'aide médicale à mourir si ça s'applique à moi. Ça va peut-être être de décider d'avoir des soins palliatifs à domicile avec l'aide de ma famille. Mais le projet de vie devient le projet d'une qualité de mort dans la dignité. Donc, il y a toujours des projets de vie qui sont là pour nous. Le patient ressource, celui qui va venir nous donner un coup de main à l'université ou dans le réseau de la santé ou dans la recherche, en plus d'être patient partenaire, il va être capable de communiquer facilement son expérience, de prendre la parole. Il va être capable de se raconter de façon pédagogique. Qu'est-ce que j'ai appris à travers mon diabète? Qu'est-ce que j'ai appris à travers des dépressions que j'ai faites dans le passé? C'est quelqu'un qui va faire preuve d'altruisme parce qu'il va être prêt à aider d'autres personnes et les accompagner dans leur vie avec la maladie. Et ça veut dire savoir écouter, pas se servir de l'expérience de l'autre pour parler de soi. Non, il faut être à l'écoute de l'autre. Et puis finalement, il faut être réflexif. Donc, décoder les choses qui se passent pour être capable de les mettre en mots. Puis le dernier patient, ça c'est le patient transformationnel. Actuellement au Québec, dans à peu près tous les CIS et les CIUS, les centres intégrés de santé et de services sociaux, dans les différents paliers de comité de gouvernance, il y a des patients. Alors ce matin, il y avait le PDG du CHUM qui était très, très fier de dire qu'à tous les niveaux du CHUM, il y avait des patients qui étaient là pour aider le CHUM à se transformer. Alors, pour être rendu là, il faut aussi des qualités de leadership. Il faut être capable de mobiliser ses réseaux autour de soi. Il faut être capable de tisser des liens avec beaucoup de personnes. Puis, il faut être capable d'accompagner pas juste des individus, mais des groupes également. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être patient de plus haut niveau, mais chacun de nous, on peut être patient partenaire et se développer à travers notre vie. Qu'on ait de l'éducation ou pas, qu'on ait un niveau socio-économique faible, qu'on soit un immigrant qui ne parle pas la langue, on est capable d'être patient partenaire si on est accompagné d'un professionnel de la santé qui facilite nos apprentissages. Alors, c'est ce qu'on essaye d'enseigner à nos étudiants de toutes les professions de la santé, comment accompagner les personnes pour qu'elles deviennent partenaires. Prochaine diapo. Alors, ici, vous avez l'arbre de la population des patients partenaires, puis on va l'activer. Et je voudrais vous dire qu'au niveau des patients partenaires ressources, ceux qui accompagnent d'autres patients, il y en a 3 types. La qualité, c'est que dans tous les hôpitaux, dans les GMF, il y a des comités qui évaluent la qualité des soins et des services. Et récemment, depuis à peu près 5 ans, on a introduit des patients qui viennent apporter leur perspective patient dans l'analyse des problèmes, soit de sécurité ou de qualité.
sur l'accessibilité des soins, sur la continuité des soins. Alors, il y a des patients qui sont là. On a des patients en gouvernance. Alors, par exemple, j'ai accompagné le GMFU Verdun à introduire des patients dans le comité de gestion du GMF. Et ça a pour effet d'augmenter la pertinence des soins qui sont offerts, leur accessibilité, puis leur humanité. Le fait qu'il y ait des patients qui viennent apporter leur perspective. Puis, le dernier, l'habilitation, c'est quand, par exemple, vous avez eu, par exemple, des personnes ont été amputées de la main, vont accompagner d'autres personnes qui vivent une amputation et une transplantation de la main, puis qui vont les aider dans leur parcours. Alors, il y avait un jeune garçon comme ça qui, dans la vingtaine, en faisant de l'ébénisterie, s'est coupé la main. Il a été transplanté et il avait une telle sensibilité, une telle capacité de s'exprimer que l'équipe de transplantation du CHUM lui a demandé de devenir un patient ressource. Donc, il accompagnait d'autres patients transplantés. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est habituellement des hommes à qui ça arrive parce que c'est des travaux manuels. Et les hommes ont tendance à lâcher leur réadaptation beaucoup plus vite. Parce qu'ils disent « Ah, ça va bien », mais la véritable réadaptation, c'est dans les derniers mois où la dextérité fine revient. Et là, il faut avoir la patience de rester en réadaptation. Alors, ce jeune patient qui était passé par là aidait ses collègues à rester plus longtemps en réadaptation. Puis l'autre chose, au plan émotionnel, qui l'a fait réaliser à toute l'équipe des transplantés, c'est que quelqu'un qui a une amputation se sent tellement coupable. Il se sent coupable de ne pas avoir été vigilant, de ne pas avoir été capable d'éviter l'accident, et cette culpabilité le mine. Mais lui, comme patient ressource qui accompagne, réussissait à faire parler la personne de cette culpabilité parce qu'il disait « Moi, je suis passé par là ». Donc, on voit que comme équipe de soins, on peut faire des bouts, mais jamais comme quelqu'un qui a vécu la maladie ou l'accident. Donc, c'est là qu'il y a une belle complémentarité entre l'équipe de soins et les patients ressources. OK. Donc là, j'aimerais terminer en vous parlant d'un projet qu'on est en train de mener et ça va nous permettre de voir le partenariat dans une situation réelle. Alors, avec le département de médecine de famille de l'Université de Montréal, on a décidé de créer des unités de formation clinique interprofessionnelles en soins à domicile et en CHSLD en partenariat avec des personnes âgées et des proches. Pourquoi on fait ça? D'abord, vous savez, on est en plein boom du vieillissement de la population. Les gens, lorsqu'ils ont des incapacités, ils veulent être traités à domicile. Ou, si on n'a plus le choix, on va en CHSLD. Et on s'apercevait que nos futurs médecins de famille, nos futures infirmières, nos futurs pharmaciens n'étaient pas exposés à ces contextes de pratique du domicile et des CHSLD. Alors, on a décidé de créer des unités qui se vouent à cet enseignement. Et donc, pour le réseau de l'Université de Montréal, on a 18 groupes de médecine de famille universitaires qui sont dispersés dans 10 CCCIUS du Québec. Et pour chacun de ces groupes de médecine de famille, on a créé une unité en soins à domicile, puis une unité en CHSLD. Ici, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le pavillon Alfred Desrochers est une unité de formation de CHSLD. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le programme qu'on a développé, on le fait avec des proches aidants qui ont eu des expériences d'accompagnement d'aidés, de personnes âgées à domicile et en CHSLD. Donc, on a développé du matériel éducatif pour nos futurs professionnels, mais pour aussi les personnes âgées et les proches suivis à domicile et en CHSLD. Alors, si on regarde, on est allé filmer l'année dernière au CHSLD Drapeau des Chambeaux, qui se trouve à Sainte-Thérèse, un couple
avec lesquels on a fait des activités cliniques. Puis dans notre programme de formation, tous nos étudiants, les résidents en médecine de famille, les stagiaires en soins infirmiers, en pharmacie, services sociaux, doivent, durant leur stage, réaliser 3 activités d'apprentissage qui sont la réalité avec des vrais usagers, des vrais proches aidants. Un sur comment on fait un plan d'intervention interdisciplinaire en équipe à partir des problèmes qu'identifient les personnes âgées. On fait une révision systématique de la médication parce qu'on s'aperçoit que si on le fait, on est capable de couper du tiers à la demi des médicaments, puis on diminue les effets secondaires de façon extrêmement importante. Puis la 3e activité qu'on fait, lorsqu'une personne a des troubles cognitifs avec des problèmes de comportement, des cris répétitifs, de l'agitation, des fugues, des comportements agressifs, on fait aussi des activités pour essayer de développer un plan d'intervention sans médicaments, mais juste par une approche comportementale. Alors, on est allé filmer ces activités avec ce couple, donc à Drapeau-des-Chambeaux, et j'aimerais vous montrer des extraits de ces films qui démontrent certains aspects du partenariat. Alors, vous présentez le couple. La personne qui est hébergée déjà depuis 4 ans dans ce CHSLD, c'est Mme Lahaye, qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 12 ans. Elle a eu presque une trentaine de chirurgies de toutes ses articulations. Elle est en fauteuil roulant et vous remarquez qu'elle est assez déformée. Okay? Elle a aussi un syndrome douloureux chronique qui fait qu'elle doit prendre absolument une médication très puissante pour diminuer ses douleurs. Sans ça, sa vie est infernale. En plus, elle prend énormément de médicaments. Elle a une maladie pulmonaire chronique et c'est toujours une fumeuse qui doit sortir à l'extérieur l'été pour aller fumer. C'est sa vie. Son mari, qui a 67 ans, peut-être, oui, qui est un ancien camionneur, lui, est en fauteuil roulant, mais ne réside pas au CHSLD. Il réside chez une de ses filles. Alors, lui, il a développé des problèmes de dos très sévères qui le confinent au fauteuil roulant. Il vient passer la journée avec son épouse. Il est capable de conduire une camionnette qui a été adaptée pour lui. Et le couple, la fin de semaine, va chez une de leurs filles passer les 2 jours, et puis madame revient au CHSLD. Ça lui a pris des années avant de convaincre l'équipe de soins de la laisser partir la fin de semaine. L'équipe avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle leur a démontré qu'elle était capable de le faire. Alors, vous allez voir en scène aussi une proche aidante ressource, donc qui va aider ce couple à se préparer à participer aux réunions d'équipe. Donc, c'est Mme Édith Fournier. Édith, c'est non seulement une proche aidante ressource, mais c'est une psychologue de formation avec qui nous avons travaillé à développer tout le contenu de formation. Donc, c'est une formatrice, aussi à l'Université de Montréal, mais aussi une proche aidante ressource. Alors, quel est son rôle? Elle rencontre l'équipe avant la réunion, elle rencontre le couple avant la réunion d'équipe pour expliquer ça va marcher comment, la réunion d'équipe. Qui va être là? Ça va durer combien de temps? Elle va aider ce couple à identifier leur projet de vie. Elle va les aider à identifier leur savoir expérientiel. Et puis, dans le fond, le but de ça, c'est de développer la confiance pour qu'ils s'expriment, qu'ils n'aient pas peur de prendre la parole. Donc, c'est l'empowerment, la capacité de s'exprimer. Et ce couple-là, vous allez le voir, c'est des gens de très peu de mots. Ils ne s'expriment pas là, pendant des phrases et des phrases, mais quand ils disent quelque chose, c'est là. Tu n'as pas besoin de les écouter longtemps, ils disent exactement ce dont ils ont besoin. Vous allez le voir. Alors, la première séquence qu'on va voir, juste le passer, je vais expliquer. Vous allez voir qu'Édith est en train de créer une alliance avec ce couple. Elle ne les connaît pas. Elle s'en va les rencontrer.
Et ça, ce qu'elle fait, c'est ce que tout professionnel de la santé devrait faire pour créer une alliance avec quelqu'un. Alors, les extraits sont très, très courts. Soyez très attentifs. Mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, qui vous êtes. J'aimerais envie que vous me parliez de vous un peu. D'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, qui vous êtes. Une mère de famille. Vous êtes une mère de famille, vous avez eu combien d'enfants? 4 enfants. 4? Des jumelles. Des jumelles en plus? Les dernières, c'est les jumelles. Oh! Qui ont quel âge vos jumelles maintenant? 26. 26 ans. Oh, donc vous avez des grands-enfants, hein? Puis grands-parents de 6 enfants. Alors, ce qu'on voit dans cet extrait-là, c'est qu'elle ne s'adresse pas à une dame qui a une maladie, une arthrite rhumatoïde et plusieurs maladies. Elle s'intéresse à Madame Lahaye. Et elle, quand elle répond « Qui vous êtes? » « Je suis une mère de famille. » Et je pense que c'est l'essence du partenariat. Moi, comme médecin, je ne m'adresse pas à quelqu'un qui a une maladie de Parkinson. Je m'adresse monsieur, madame, qui a toute une vie. Donc, c'est une relation humaine de personne à personne et non pas une relation avec quelqu'un qui a une maladie. Alors, elle l'illustre très bien et juste l'intérêt et l'écoute qu'elle a va créer de la confiance avec ce couple-là. Prochaine diapo, ce qu'on va voir ici, c'est que Edith va leur faire comprendre à quel point ils ont de l'expérience et que leur savoir expérientiel dont on a parlé tout à l'heure va être utile. Alors, on écoute. Mais voyez-vous, quand vous me parlez de ça, là, la façon dont vous parlez de vos deuils, de ce à quoi vous avez renoncé, la façon dont vous en parlez, là, il n'y a rien que vous qui pouvez en parler comme ça. Et dans ce qu'on fait ici aujourd'hui, là, c'est ça qu'on appelle la compétence des patients. Il n'y a personne dans le personnel qui peut savoir, et on peut toujours le savoir avec sa tête, mais le savoir, là, vous m'en parlez, là, puis je me sens vraiment profondément touchée par... Tu sais, immédiatement, je me dis, mon Dieu, si j'arrêtais de marcher, si j'arrêtais d'écrire... Il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire, et c'est là votre compétence. Et c'est pour ça qu'on a besoin que vous veniez l'exprimer comme ça à vos équipes, parce qu'ils ne savent pas. Il faut le vivre pour le croire. C'est ça le savoir expérientiel. C'est tout simple, hein? Mais ce couple-là, il y avait eu des plans d'intervention qui avaient été faits pour madame par l'équipe, mais elle n'y avait jamais assisté. Là, c'était la première fois qu'on la préparait pour aller dire elle-même ses besoins, ce qu'elle aimerait atteindre comme objectif. Et je vous avoue que quand j'ai entendu ce qu'elle désirait, moi, comme médecin, jamais j'aurais pu imaginer ça. Je vais vous les dire, ses besoins, parce qu'on ne verra pas les extraits. Vous avez vu ses mains? Elle n'est plus capable de signer, de mettre son consentement par elle-même. Alors, elle voulait avoir la capacité de pouvoir signer des documents, puis l'équipe va lui offrir la possibilité d'apposer une étampe avec sa signature. Juste le fait d'apposer son étampe, c'est « j'existe, je suis là, je peux me commettre ». L'autre chose qu'elle a demandé, vous avez vu qu'elle est en fauteuil roulant, qu'elle est complètement recroquevillée, et l'été, quand elle doit sortir à l'extérieur pour aller lire, c'est son projet de vie, 50% du temps, elle lit, cette dame-là, puis elle aime lire dehors l'été, puis elle aime ça, aller fumer dehors aussi l'été. Et dans le CHSLD, ils avaient mis un nouveau système de sécurité de porte où il fallait passer une carte pour être capable de faire ouvrir la porte. Mais la façon dont le système avait été créé, il était beaucoup trop haut pour elle. Et là, elle devait faire des manœuvres incroyables avec son fauteuil roulant, arriver par en arrière pour faire lire sa carte, pour être capable de sortir. Alors, des fois, elle abandonnait, puis elle n'y allait pas.
Les journées où elle était plus en forme, elle se contorsionnait, mais c'était vraiment un problème. Donc, elle a demandé à l'équipe de modifier la façon dont la sortie était faite. Et ce que l'équipe a réalisé à ce moment-là, mais dans le fond, vous parlez pour plein d'autres patients qui sont en fauteuil roulant, merci de nous l'avoir dit. Donc, c'est très important de s'exprimer parce qu'on peut aider d'autres personnes. Alors, on va voir, on n'a pas passé l'extrait, je pense qu'on l'avait passé. Oui, parfait. Donc, suite à cette rencontre-là, Edith remet à monsieur et à madame des outils, et comme ils vont devoir faire la révision de leurs médicaments, elle a créé un outil sur qu'est-ce que c'est une révision des médicaments. Et puis, un autre outil, la prochaine pochette, ça, c'est un outil qui vient de l'Australie, qui permet de voir par 6 questions très simples comment la personne vit la prise de ses médicaments. Alors, est-ce qu'elle considère qu'elle en a trop, beaucoup, c'est juste correct? Est-ce que la façon dont elle doit les prendre, c'est acceptable pour elle? Est-ce que la fréquence de prise est acceptable pour elle? Donc, elle réfléchit à ça, puis le pharmacien vient la rencontrer et ils peuvent commencer à préparer la révision des médicaments. Donc, des outils qu'on a fait uniquement pour les patients dans ce projet-là. Prochaine. Donc, vous voyez ici la photo d'en haut, c'est le pharmacien qui est allé la rencontrer, a passé à peu près 15-20 minutes avec elle pour revoir justement comment elle avait analysé sa prise de médicaments et ça la prépare à la rencontre. Et puis, dans la diapo de la photo d'en bas, on voit la réunion d'équipe dans laquelle se retrouvent le pharmacien, le médecin, infirmières auxiliaires qui sont là parce qu'ils sont très impliqués dans la prise des médicaments. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est qu'Edith revient avec le couple sur les responsabilités qu'ils vont avoir suite à la rencontre d'équipe. Alors, on l'écoute là-dessus. Quand la réunion de demain va être finie, là, c'est là que le travail commence. Vous allez avoir beaucoup à vous observer, à voir si on a mis en place aussi les demandes que vous avez faites, des solutions aux demandes que vous avez faites. Alors, exprimer vos besoins, c'est pas juste demain. Ça va être tout le temps. Tout le temps. Alors ça, c'est important. Ce couple-là, c'est un couple, comme je vous ai dit, de peu de mots, qui ne demandait jamais rien. Là, on les prépare à une réunion d'équipe pour qu'ils s'expriment. Mais il va falloir que ça continue par la suite. Donc, c'est une première pratique pour eux autres de s'exprimer. Mais là, le personnel va devoir les aider aussi à continuer à s'exprimer sur leurs besoins. Puis, pourquoi des fois les gens ont peur d'exprimer leurs besoins? Ils ont peur de déranger. Ils ont peur d'en demander trop. Ils ont peur d'être abroués. Ils ont peur d'exagérer. Alors qu'une équipe qui travaille en partenariat, au contraire, devrait être ouverte aux demandes qui sont faites, puis voir comment l'aménager dans les ressources qui sont disponibles. Alors maintenant, on va voir une partie de la rencontre de la médicament. Et c'est au tout début de cette rencontre, vous allez voir que l'animatrice de la réunion demande à monsieur et à madame de s'exprimer sur leurs besoins en termes de médicaments. Alors, bonjour tout le monde. Réunion 2, Lily, réunion numéro 2 pour les médicaments. Alors, je sais que Jane est votre porte-parole pour les choses spécifiques, mais j'aimerais quand même vous entendre peut-être sur le médicament. Si on parle des médicaments, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde particulièrement? Le PRN. Le PRN. Parfait. C'est beau. Vous, M. Royer, y avait-tu quelque chose que vous aimeriez qu'on aborde? Moi, c'est la boîte des médicaments. La boîte de médicaments. Ah bon. Puis avant, c'était le petit pile avec les petites pop. La cassette. Hein? La petite cassette. Ouais, pour moi, ça va mieux avec ça que séparer Que le petit dispel. le dispil que souvent il est mal placé. Ça fait que quand tu déchires pour aller chercher le médicament du matin, le papier déchire dans l'autre boîte aussi. Ça fait que c'est mieux Les dosettes, c'était mieux. Ça va mieux les dosettes.
OK, parfait. Alors ici, Madame dit, je voudrais qu'on travaille, parce que vous savez qu'elle reçoit beaucoup de médicaments, des opiacés pour la douleur. Puis, elle a des médicaments régulièrement, mais elle reçoit ce qu'on appelle des PRN, des médicaments au besoin, qui sont donnés entre les doses régulières, puis elle voudrait qu'elles soient augmentées, ces doses. Ça, c'est la demande de Madame. Monsieur, lui, à la surprise de tous, il dit, moi, c'est la façon dont vous nous donnez les médicaments. Quand ils partent pour la fin de semaine, ils reçoivent de la pharmacie une plaquette dans laquelle les médicaments sont mis, puis il faut déchirer le plastique pour que le médicament sorte. Alors que lui, avant, il y avait une petite boîte où on glissait tout simplement la languette, puis on sortait le médicament. Et il aimait mieux cette formule-là, parce que quand tu utilises l'autre formule, souvent, quand il déchire le papier aluminium, ben, ça rentre dans la deuxième comprimée, puis là, ça mélange toute la façon de dire. Et ça, l'équipe ne s'attendait pas du tout à ça, puis ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans que ce couple est là, puis qu'elle va à domicile, puis il n'était pas au courant de ça. C'est la première fois qu'il ose s'exprimer là-dessus. Puis c'est pas difficile à changer, ça. Maintenant, c'est une autre partie de la médication où l'équipe, entre autres le pharmacien et le médecin, veulent amener Madame à augmenter ses doses régulières d'opiacés pour qu'elle soit soulagée toute la journée et qu'elle n'ait pas besoin de prendre ses entredoses. Mais Madame a très peur parce que, comme elle dit, j'ai peur de devenir zombie, de devenir vraiment confuse si vous augmentez mes doses d'opiacés. Alors là, l'équipe va lui offrir un choix intéressant. Alors, on l'écoute. Mais en parlant de montant, comme le docteur Bergeron l'a dit, vous avez peur d'être zombie, d'être confuse. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit essai de 3 jours? Juste 3 jours, puis après 3 jours, l'équipe on vous rencontre. Est-ce que vous vous sentez plus somnolente, zombie? Si vous l'êtes, on revient à ce que vous aviez avant. Si vous êtes correct et si vous êtes confortable, c'est un petit plus pour vous? On va l'essayer. Juste un petit 3 jours, juste pour pas s'engager à long terme. Puis même si on s'engageait à long terme, si vous avez l'impression qu'on s'engage à long terme, vous pouvez toujours décider, moi j'aimerais ça revenir comme c'était avant. Il n'y en aura pas de problème. Je sais pas, tu sais, son PRN, là, c'est 6 mg qu'elle prend en moyenne 3 fois par jour. Fait que là, je me dis, si on l'augmente, tu sais, à la place de mettre ça 3 fois par jour, peut-être mettre moins, mais plus régulièrement. Je sais pas si... moins grosse dose, dans le fond, de Diledide, mais qu'elle le prenne tout le temps? Ben, un petit peu plus régulièrement que 3 fois, tu sais, plus fréquemment. Mais moi, je pense que si la longue action est bien ajustée, tu devrais avoir besoin de moins d'entredoses. Alors, le fait que tu as besoin d'entredoses, c'est peut-être ta longue action, elle pourrait être un peu ajustée. Ce que toi, tu proposes, je pense moi, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, exactement. Puis, ouais, ça pourrait permettre que ce soit... Mais ils vont rester autant disponibles, là, vos entredoses. Là, c'est pas parce qu'on augmente l'autre. Les entredoses, ils vont être aussi souvent disponibles. Dans le fond, ils sont même disponibles à plus que juste 3 fois par jour. Là. Fait que si ça ne fonctionne pas, on a du backup. Alors, ce qu'on voit dans cet extrait-là, c'est que Madame devient absolument ouverte à faire un essai, alors qu'au début, quand le pharmacien la rencontrait seule, elle ne voulait rien savoir de ça. Donc, ça veut dire que c'est créer une relation de confiance, puis elle est prête à faire des changements. L'autre élément qu'on voit, c'est l'interprofessionnel. Vous vous rendez-vous compte des discussions qui se font devant le couple, entre le pharmacien, le médecin, ainsi que l'infirmière auxiliaire, et tout le monde apprend ensemble que c'est mieux d'augmenter un médicament à action prolongée que de répéter des médicaments très souvent. Ça fait moins de prise de médicaments. Et là, tout le monde entend ça, y compris le couple, donc c'est de l'éducation pour tout le monde. Puis, dernier extrait que j'aimerais vous présenter. Alors, on va voir dans celui-ci que des médicaments pourraient être regroupés pour diminuer le nombre de fois que les médicaments sont pris dans une journée. Alors, on écoute. Comme suggestion générale, j'avais vu que la patiente, selon les heures, qu'on allait lui donner des médicaments pas mal souvent dans la journée. 6 heures du matin, 7, 10, midi, 16 heures, 19 heures.
Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'on essaye, si vous êtes d'accord, c'est qu'on les regroupe un peu, les administrations, pour que ça on vienne vous les donner peut-être juste 3 fois par jour. Donc, matin, souper, coucher, puis on vous laisse tranquille le reste du temps. Donc, je pourrais essayer de faire ça avec vos médicaments. Ça aiderait. Ça aurait du bon sens pour vous aussi, hein, je pense. Toute l'équipe. Même pour les sorties, j'imagine aussi. Ben oui. C'est plus facile. Exact. On les prend 3 fois au lieu de 5-6 fois. Mais tant que ça soit pas trop de médicaments, tu sais. Si tu as de la misère à toutes les prendre aussi, tu sais. Oui, il faudra voir. Mhm. Oui, il faudra voir. Peut-être Nous qu'en termes de disent, quantité, ça va être peut-être trop. Oui, c'est ça. Mais Fait que dis-le nous si c'est trop. on pourra Mais peut-être à la laisser maison, faire on le fait déjà. Ah, c'est ça. Puis en termes de quantité, de nombre de cachettes, de comprimés, ça va? Ça passe bien? OK, bon. On ne prend pas tout d'un coup, là. Non, non. Jeudi soir, là, il prend En deux fois. 2 cuillères. Bon, c'est correct. Ça marche. Fait que, bon, ben on va prendre l'exemple sur ce que vous faites à la maison. On va vous regrouper ça aussi. Alors moi, ça m'a fait rire parce que toute l'équipe a appris que ce couple-là avait déjà regroupé à la maison des médicaments déjà depuis 2-3 ans. Puis 2 autres pensaient qu'ils avaient trouvé la solution miracle. Elle avait déjà été trouvée par le couple, mais ce couple-là n'a pas osé le dire et dire « Hey, ça marche bien quand on fait juste 3 prises au lieu de 6 prises. » Alors voyez-vous, s'ils avaient communiqué ensemble, il aurait pu avoir aussi une qualité de vie parce que essayez d'imaginer que madame, là, il y a tout le temps quelqu'un qui rentre dans son lieu de vie 6 fois par jour pour des médicaments au lieu d'en avoir juste 3 fois. Puis elle, si elle veut sortir dehors, ben, ça lui fait une plus longue période de temps où elle peut être seule. Donc, encore une fois, c'est l'équipe qui apprend des patients et non pas l'inverse. Mais l'attitude de l'équipe, quand elle apprend ça, elle n'est pas fâchée. Ils se mettent à rire, puis dire « Wow, vous l'aviez, la solution. » Alors ça, c'est une belle ouverture puis un beau travail de partenariat. Alors finalement, on a fait le tour de ces extraits vidéo pour vous montrer du partenariat lorsqu'on fait des plans d'intervention. Moi, je voudrais vous confier ce que j'ai appris depuis les 10 dernières années en travaillant avec des patients dans des programmes d'enseignement, dans des programmes de soins. La première chose, c'est que quand on communique avec des patients, il faut qu'on sache où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur vie. Puis c'est un projet que j'ai fait sur l'annonce du diagnostic en cancer où on s'est rendu compte en travaillant avec une mère dont l'enfant avait eu une leucémie et une autre dame qui avait eu un cancer du sein, que nous, comme professionnels, on va annoncer des diagnostics de cancer, puis là, on va vouloir donner plein d'informations pour que la personne soit au courant de son diagnostic, de son pronostic, de ce qui va se passer. Mais ça ne sert à rien. Les personnes sont en état de choc. J'ai un cancer, je n'entends plus rien. Alors, ce que ça a amené les équipes de soins, en travaillant avec des patients, c'est à étaler l'information sur plusieurs semaines, juste au bon moment, plutôt que d'arriver avec un cartable ça d'épais, on vous a donné toute l'information. Ça, c'est les patients qui nous l'ont dit. C'est simple pourtant, mais on ne l'avait pas vu. L'autre chose, c'est que les mots qu'on utilise, des fois comme médecin, comme professionnel, ils ont beaucoup plus d'effet qu'on pense. Alors, toujours en cancer, il y a le cancer de la thyroïde qui est un cancer qui a un très bon pronostic. 95% du temps, c'est une rémission sans récidive et tout va bien. Alors, les médecins endocrinologues ou ORL qui donnaient le diagnostic de cancer de la thyroïde pour bien faire disaient aux patients, aux patientes, c'est souvent des femmes, vous avez un bon cancer. Mais là, ça ne marchait pas pour les patients parce qu'ils disaient, oh, j'ai un bon cancer, je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Je ne peux pas dire que je suis anxieuse. Je ne peux pas dire que je suis inquiète. J'ai un bon cancer. Alors, quand les patients ont manifesté ça, cette équipe-là a fait un sondage auprès de 300 patients qui ont tous confirmé cette idée-là que 2 ou 3 patients avaient donnée. Et là, ils ont fait de l'éducation, puis ils ont changé la façon d'annoncer le diagnostic. Alors, il y a plein de mots qu'on utilise comme professionnels qui peuvent heurter les gens, qui peuvent les rendre anxieux, qui peuvent les fâcher, puis on ne le sait même
pas. Donc, moi, ce que je vous dirais, comme patient, si vous entendez des mots qui vous choquent, arrêtez la conversation, puis essayez d'expliquer qu'est-ce que vous entendez dans ce mot-là pour que les professionnels soient conscients de ce qu'ils sont en train d'utiliser comme mot puis qui vous heurte. C'est pas pour mal faire, mais c'est qu'on ne sait pas des fois qu'est-ce qu'on provoque. L'autre chose que j'ai appris, c'est la libre décision. Et il faut faire confiance au potentiel énorme des patients. On a tendance à être paternaliste, maternaliste. Alors, je travaille dans des projets où j'ai des patients qui sont co-formateurs avec moi puis qui ont eu des rechutes de leur maladie. Puis là, je leur disais, bien, je ne te demanderai pas pour venir animer l'atelier. Non, Paul, je suis capable de venir animer l'atelier, ça va me faire du bien, laisse-moi venir. Alors, je me suis dit, wow, c'est pas à moi à décider pour les personnes, c'est l'autodétermination. Donc ça, j'en ai appris beaucoup en travaillant avec des patients. L'autre chose aussi, c'est que quand on fait développer des équipes de soins dans notre projet d'unité en soins domicile CHSLD, au départ, on devait juste faire des outils éducatifs pour nos résidents en médecine de famille, pour nos professionnels. C'est notre patiente partenaire formatrice qui nous a dit non, il faut faire des outils éducatifs pour les patients aussi. Alors maintenant, ça va toujours être notre façon de fonctionner, des outils éducatifs pour tous. Et puis, finalement, en travaillant sur l'annonce du diagnostic de cancer, ce que tous nos patients nous disent, les médecins, gardez de l'espoir. Pas changer des pronostics, c'est pas ça l'idée, là. Gardez l'espoir jusqu'à la fin, puis quand on passe en soins palliatifs, en soins de fin de vie, l'espoir, c'est de mourir dans la dignité et d'être accompagné. Donc, toujours garder un discours avec de l'espoir, c'est ce qui fait que les gens peuvent profiter de chaque journée de leur vie, même dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, ce matin, au colloque sur le partenariat patient, il y a un grand bonze américain qui est venu présenter sur l'intelligence artificielle et le changement absolument majeur qu'on va vivre comme patient et comme professionnel de la santé. C'est que vous allez avoir accès vous-même par l'intelligence artificielle à votre diagnostic. Ça va être fait. Ça ne sera plus le médecin, ça ne sera plus d'autres professionnels, c'est l'intelligence artificielle. Et on se disait, tant mieux, parce qu'on va pouvoir prendre plus de temps sur comment vous allez réaliser votre projet de vie avec ce diagnostic-là et quels sont les traitements les mieux adaptés pour vous. Donc, on espère que ça va libérer du temps pour mieux organiser la vie des patients et des traitements. Alors ça, c'est à venir. Et l'autre chose qu'ils nous ont dit ce matin, qui est absolument fascinant, c'est que tout le monde a un téléphone cellulaire, à peu près, puis dans quelques années, ça va être 100% du temps. Puis dans les pays en voie de développement, tout le monde a son cellulaire. C'est une masse d'informations énorme, de millions de personnes qui peut s'accumuler dans des bases de données et qui vont nous donner des résultats de recherche 100 fois plus vite, 1000 fois plus vite que les recherches qu'on mène actuellement avec la bonne vieille méthode de recruter des patients puis d'aller les voir. Alors ça veut dire que les progrès vont devenir fulgurants pour savoir quelles sont les interventions les plus appropriées, les traitements les meilleurs, et ça va accélérer les découvertes. Et, si on parle de vieillissement, si on regarde la façon dont une personne va manipuler son cellulaire, quand on va voir qu'elle est plus lente à taper de l'information, à la rentrée, on peut se dire « Oups, est-ce qu'il y a des troubles cognitifs qui commencent? Oups, est-ce qu'elle serait en dépression? » Ça peut devenir un outil de dépistage extrêmement intéressant. Alors, tout ça pour dire que si c'est bien utilisé, pour vous, comme partenaire de vos soins, ça peut devenir un outil absolument merveilleux. C'est à nous, comme société, à l'utiliser de façon adéquate, selon des règles éthiques. Et puis, le mieux, c'est de travailler ces nouvelles technologies avec vous, les patients,
pas pour vous, avec vous, les patients. Et comme disait une des conférencières, le mieux pour la confidentialité et le consentement, c'est que les données soient gardées dans des banques patients et non pas dans des banques services de santé. Donc, les données t'appartiennent. Tout ça, c'est encore à définir, mais ça va être des changements absolument fulgurants dans les prochaines années. Alors, ça m'a fait très plaisir de vous voir.